Eh bien, bonjour, bienvenue à ce petit déjeuner de la Mobile Marketing Association. Je me présente Philippe Dumont, j'ai en charge la commission site et applications mobiles et également le baromètre du marketing mobile dont on va parler aujourd'hui. Et puis, j'ai le grand plaisir de vous introduire cette session avec Antoine, et je te laisse te présenter et puis on va rapidement introduire cette session. Donc, allez, à toi l'honneur. Bonjour à tous, Antoine Joutot, je suis le directeur général du Bon Coin. Je vous souhaite tous la bienvenue dans ces nouveaux locaux que nous occupons depuis maintenant 3 mois. Et puis ce nouvel espace qui a été inauguré il y a simplement quelques jours. Donc vous êtes les premiers à utiliser cet espace en mode conférence. En quelques mots, le Bon Coin, je pense que vous connaissez, c'est 26 millions de personnes qui l'utilisent tous les mois. Ce matin, vous allez traiter d'un sujet qui nous est cher, puisque depuis 2 ans maintenant, le Bon Coin est en train de transformer beaucoup de son audience sur mobile. Aujourd'hui, les 2/3 de notre audience se fait sur mobile. Alors nous, le choix, on a choisi de pas choisir, ce que je vous évoquais tout à l'heure pendant la préparation. Sur mobile aujourd'hui, le Bon Coin doit être une expérience cross-device, évidemment, c'est-à-dire que vous devez retrouver toutes les fonctionnalités sur tous vos devices, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit le device, vous devez retrouver toutes vos annonces et l'usage que vous en avez, doit être unique. Même si, au fil du temps, on souhaite que nos utilisateurs basculent évidemment sur nos applications qui aujourd'hui ont été téléchargées 20 millions de fois, qui ont des ratios qui sont meilleurs que les autres devices, qui sont plutôt tournés vers les acheteurs, un peu moins vers les vendeurs, mais sur lesquels on a conscience aujourd'hui que les ratios d'efficacité sont meilleurs. Voilà, donc en tout cas nous l'indication, le penchant est fait. Voilà. Ok. Et c'est quoi les 2-3 priorités du Bon Coin sur cette année sur le mobile ? Alors c'est l'année du mobile. On le sait. Alors nous, nos priorités sont très tournées vers le développement de notre audience et le développement de la récurrence d'usage. Puisque cet été, nous lancerons, comme je l'avais annoncé il y a quelques mois, une messagerie. Ça devrait intervenir courant de l'été. Et puis assez vite, le lancement de services de notification. Je crois qu'on est une des dernières applications du marché à ne pas avoir de notification sur nos applis, ce qui est quand même une rareté. Donc en tout cas, beaucoup de services qui sont là pour développer la relation entre nos utilisateurs et le service Le Bon Coin. Et puis probablement, on va dire en fin d'année ou début d'année prochaine, des services de transactions qui seront mis à disposition, qui seront facultatifs. Voilà, donc une forte poussée de nouveau vers tout ce qui est bien de consommation, qui est notre priorité. Et puis en parallèle de ça, on va communiquer évidemment toujours sur l'emploi, qui est notre sujet. C'est peut-être pas le sujet des candidats, mais en tout cas, c'est toujours le sujet du Bon Coin. Ok, bah écoute, merci beaucoup Antoine pour avoir déjà partagé ces insights avec nous. Comme vous le savez, on va être avec un nombre de sujets relativement riches ce matin, puisque comme vous le voyez, en fait, on va avoir différents sujets qu'on va traiter tous ensemble. La première chose, en fait, ça va être justement après cette introduction, de discuter avec les gens de chez HPE qui vont vous faire une présentation sur tout ce qui est l'offre en fait de HPE et surtout les possibilités qui existent aujourd'hui pour améliorer son application mobile. Par la suite, j'aurai le plaisir de revenir et de vous parler justement des toutes dernières versions du baromètre du marketing mobile, et notamment avec Médiamétrie. J'aurai le plaisir de vous présenter un certain nombre d'études exclusives que nous venons juste de réaliser justement sur le monde du web et des applications mobiles. Et puis enfin, on aura un panel avec 3 intervenants et je pense qu'on pourra aller au fond de la discussion sur justement cette notion de convergence ou divergence entre le web mobile et les applications mobiles, dont déjà Antoine nous a un peu parlé dans cette introduction pour Le Bon Coin. Et donc l'idée, c'est d'aller au fond de ce débat, et je pense que ça va être un débat à la fois animé et puis très intéressant en termes d'apprentissage. Donc ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de démarrer cette session, et donc j'ai le plaisir de laisser à la fois la manette et le micro à Didier de chez HPE. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je me nomme Didier Percy-Dussert.
Donc je fais partie de la société HPE, HP Enterprise, dans la division software. Donc, juste quelques mots déjà pour dire qui nous sommes. Bon, je pense que vous aviez une petite idée. HP, déjà, ça vous dit quelque chose, hein. Il y a une grosse historique informatique au niveau d'HP. Donc, HPE, c'est en software, c'est en fin de compte l'entité software d'HP, qui a un portfolio de logiciels dédié à la gestion du système d'information. D'accord ? Donc là, dans la salle, il y a essentiellement des gens du marketing et nous sommes très orientés système d'information. Donc j'aurai des termes comme IT hein, qui représentent le système d'information. Donc je vais essayer d'avoir un langage le plus clair de telle façon que vous puissiez comprendre ce que je dis. C'est souvent un peu le problème des informaticiens, c'est d'avoir un langage un peu abscon. Donc qu'est-ce que fait HP dans son portfolio ? Donc une des parties importantes, c'est gérer le cycle de vie des applications. Qu'est-ce que c'est que gérer le cycle de vie des applications ? C'est en fin de compte de s'assurer que dans la chaîne de construction d'une application, de la demande des métiers jusqu'à la mise à disposition des utilisateurs de l'application, tout fonctionne bien. Donc sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est s'assurer que l'application fait ce que les métiers ont demandé. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les exigences fonctionnelles. Ensuite, un autre point qui est très très important, c'est la sécurité. De plus en plus, les applications, en fait, compte, sont hackées. Donc les hackers travaillent beaucoup sur les applications pour essayer en fait de compte de récupérer les cartes bancaires ou des informations stratégiques pour l'entreprise. D'accord ? Donc la sécurité est devenue un point clé aussi pour s'assurer que l'application est correcte. Et ensuite le dernier, c'est la performance. Hein. C'est s'assurer que une fois que l'application est mise à disposition des utilisateurs, elle va répondre en temps de réponse de façon satisfaisante. Si l'application ne répond pas correctement, les usagers vont soit ne pas l'utiliser, soit chercher un repli quelque part. Donc, ce que je vous propose, c'est que comme effectivement la culture IT et la culture marketing n'est pas forcément la même, je voudrais démarrer cette présentation par finalement la vision qu'on peut avoir des choses en fonction de la culture qu'on a. D'accord ? Donc, ce qu'on remarque, c'est que la vision des choses est toujours une question de perspective. Donc sur l'image, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un cylindre. Ce cylindre, en fin de compte, si je le regarde d'une certaine manière, je vais voir un rectangle. Et si je le vois d'une autre manière, je vais voir un cercle. C'est un peu notre culture. Vous allez avoir tendance, vous le marketing, à voir effectivement un carré, et nous au niveau IT, on va voir un cercle. Mais finalement, le cylindre, c'est quoi ? C'est l'application et ses usagers. Et finalement, on a tous le même besoin. C'est faire en sorte que nos clients utilisent l'application, parce que derrière, il y a du business, et qu'on s'assure que tout ça, ça fonctionne bien. Vous, avec du contenu, avec du marketing, nous, avec de la qualité sur l'application elle-même. Donc le but, en fin de compte, si on prend comme objectif de faire une application réussie, alors qu'est-ce que ça va être en termes de marketing ? Le marketing, réussir une application, c'est faire quoi ? C'est faire une application qui soit simple, que les gens connaissent, trouver des moyens de la faire connaître, et ensuite la faire aimer. D'accord ? Par contre, au niveau de l'IT, les 3 règles d'or, ça va être: est-ce que mon application est disponible ? C'est-à-dire que quand l'utilisateur veut l'utiliser, est-ce qu'il y arrive ? Est-ce qu'elle est performante ? C'est-à-dire s'il faut qu'il attende des plombes pour qu'il y ait un temps de réponse satisfaisant, le client va pas être content. Et s'assurer de la stabilité. Donc la stabilité, c'est quand j'utilise mon application sur mon mobile, si elle crache toutes les 2 minutes ou que régulièrement j'ai des messages d'erreur, pareil, je vais pas être satisfait. Donc ça, c'est un peu, je dirais, les 2 domaines de nos spécialités, d'accord ? Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on va avoir des zones communes. Connaître exactement nos clients. Donc connaître vraiment l'usage qu'ils en font. Donc connaître le comportement des utilisateurs réels, comment ils naviguent dans l'application, comment ils l'utilisent. Ensuite, comprendre leur engagement. Combien de fois par jour ils se connectent, combien de temps ils restent, etc.
comprendre aussi l'avis, leur notation, notamment dans la mobilité, comment ils mesurent la qualité de l'application et quelles sont leurs remarques, essayer de les analyser. Nous, on va en avoir besoin pour vérifier finalement qu'ils ont une satisfaction au niveau du service purement applicatif, temps de réponse, performance, etc. Et vous allez utiliser ces avis pour essayer d'améliorer l'ergonomie, améliorer, je dirais, le plaisir que peut avoir un utilisateur à utiliser l'application. Bon, on commence par ma spécialité, donc l'IT. Donc nous, HP, qu'est-ce qu'on va fournir? HPE, on va fournir en fait comme des logiciels qui vont nous permettre de garantir dans la chaîne complète de l'application, parce qu'une application, c'est pas simplement une interface, c'est pas simplement un browser web ou une application mobile. Derrière, vous avez toute une infrastructure informatique qui fournit finalement ce service. L'interface web ou l'interface mobile, même si c'est une application mobile d'origine qui utilise le mobile et toutes ses fonctionnalités, il y a toujours un back-end derrière, il y a toujours un système d'information qui fournit finalement l'information. Donc nous avons la responsabilité, nous, de fournir sur la chaîne complète ces 3 critères: la disponibilité, la performance et être capable de voir s'il y a des erreurs. Ce qu'on peut constater depuis la mobilité, c'est aussi un changement assez radical, je dirais, des utilisateurs et de leur comportement. Il y a une notion d'immédiateté qui est arrivée avec la mobilité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que le client veut trouver tout ce qu'il veut, quand il veut, et tout de suite. D'accord ? Et donc ça veut dire que finalement, on est obligé dans nos solutions d'aller mesurer ce que le client expérimente au quotidien pour être capable de mesurer la qualité que l'on fournit. Alors, quelques paramètres qui ont été trouvés autour d'une enquête qui a été faite par Dimension Research, 2 indicateurs, il y en a beaucoup plus que ça, hein. Mais par exemple, on constate qu'avec la mobilité, si votre application met plus de 4 secondes à se charger, à être disponible, le client commence à être mécontent. Si jamais vous avez effectivement des crashs ou des messages d'erreur, premier réflexe, est-ce qu'il y a une nouvelle version que je peux télécharger? Ou bien, poubelle, est-ce qu'il y a une application sur le marché, un service qui est meilleur, qui va rendre le service que j'attends? Une autre problématique spécifique de la mobilité qui n'existait pas avant, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Donc HP fait depuis 30 ans, je dirais, du logiciel pour garantir la qualité. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on faisait? On s'assurait finalement, avant de mettre à disposition les applications, qu'elles étaient effectivement conformes, performances, disponibles, stables. Aujourd'hui, avec la mobilité, c'est très différent. Parce qu'en fin de compte, la fragmentation, c'est-à-dire les typologies autour de la mobilité, le nombre de types de devices, le nombre de types d'OS, toute la technologie qu'il peut y avoir derrière les mobiles, fait qu'il est impossible de tester en amont, avant la mise en production, avant la mise à disposition aux utilisateurs, la qualité réelle de ce que l'on fournit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très différent. Donc on est obligé finalement d'avoir des outils où on va instrumenter l'application mobile et où on va être capable de mesurer exactement ce qui se passe en termes de temps de réponse, de disponibilité, de log, sur chaque session que chaque utilisateur va avoir avec l'application. Et donc on va agréger en fin de compte ces indicateurs dans un indicateur unique pour voir au fil du temps si j'augmente ma qualité de service. Donc là, j'étais très ciblé sur mon métier, garantir la qualité, la disponibilité, la performance, la stabilité. Là, on commence à rentrer dans un domaine qui va intéresser un peu les 2 populations. C'est en fin de compte comprendre l'usage que l'on a de l'application, c'est-à-dire comment finalement on va se déplacer d'un écran à un autre, combien de temps on va rester, où c'est qu'on sort de l'application, etc. Donc nous on va s'en servir au niveau IT, je dirais, pour mieux designer l'application, les temps de réponse des pages qui sont un peu longues, etc. Et vous finalement, vous avez essayé finalement de trouver des parades pour essayer de rendre plus captif l'utilisateur et de lui fournir peut-être sur certains
certains écrans des informations qui seraient intéressantes pour le business. D'accord ? Donc là, on rentre vraiment dans un domaine où la connaissance du parcours utilisateur intéresse les deux mondes. Un autre point très important, c'est la capacité, en fin de compte, d'aller mesurer le sentiment des utilisateurs. Alors, on sait tous qu'avec la mobilité, dans les stores, les utilisateurs ont tendance à noter les applications. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer l'ensemble des annotations qui sont faites par les utilisateurs, on va récupérer les notes, et pareil, on va essayer de converger et de vérifier finalement que sur l'ensemble des critères, l'ensemble des commentaires, on est bien cohérent avec l'amélioration de la qualité que l'on assure. Alors un exemple aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que finalement récupérer tous les commentaires et la notation, ça nous permet également, je dirais, sur une dizaine de critères qui ne sont pas que techniques. Ici, nous allons voir des critères de disponibilité, de performance, mais on voit aussi des critères sur l'élégance, etc. Donc par des mots-clés, si vous voulez, on est capable d'analyser l'ensemble des commentaires des utilisateurs, de les classifier, et on va être capable aussi, finalement, à travers des algorithmes, de mesurer la qualité que l'on fournit, mais on va être capable aussi d'aller chercher sur le marché des applications finalement qui sont les applications de nos concurrents et de passer cette moulinette, si vous voulez, pour avoir les critères. Et on va être capable ici, par exemple, de comparer notre application Avantage Mobile Banking avec une autre du marché qui est celle de HBC. D'accord ? Et on va être capable de mesurer, en fin de compte, sur la dizaine de critères que l'on a sélectionnés, comment on se positionne. Est-ce que finalement notre application mobile, à nous, elle est bien meilleure que le concurrent, ou est-ce que sur certains critères, finalement, on est moins bon, et donc ça donne des axes d'amélioration. Donc nos clients. Nos clients, jusqu'à présent, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent effectivement à obtenir sur leurs applications mobiles une meilleure notation. D'accord ? Donc ils utilisent en fin de compte notre application Apple's Mobile. Donc là, un cas, donc les challenges étaient très classiques, c'était surveiller l'application mobile du point de vue de l'utilisateur final, c'était mesurer la performance, la stabilité et la disponibilité de l'application, c'était se concentrer sur les principales causes. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que connaître vos vrais utilisateurs, ça va permettre de focaliser, si vous voulez, les améliorations sur ce qui coûte le plus à l'entreprise. C'est-à-dire que on va être capable de regarder, par exemple, que telle population qui utilise tel mobile avec telle version, effectivement, qui représente peut-être 20% de nos utilisateurs, ont effectivement des crashs sur leurs applications. Donc, ces outils vont nous permettre d'améliorer, de cibler les utilisateurs qui sont le plus impactés et donc améliorer la qualité en fonction de ça. Donc ces gens-là, effectivement, grâce à Apple's Mobile, ont réussi finalement à augmenter le score sur les stores en passant de 3.5 à 5.5. Et donc ils ont amélioré de façon efficace un ensemble de points qui finalement n'étaient pas bons. Les produits leur ont permis de focaliser sur ce qui n'allait pas et de corriger ce qui n'allait pas. Voilà. Donc finalement, j'aurais juste une conclusion, c'est... Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'il y a toujours l'IT, le marketing, et on travaille souvent de façon cloisonnée, et on se rend compte, même dans notre propre métier, je ne sais pas si vous avez entendu parler du DevOps, c'est que jusqu'à présent, nous, au niveau de l'IT, il y avait les gens du développement et les gens de la production, et ça ne communiquait pas. Donc de plus en plus, avec la rapidité de mise à disposition des applications et toutes les modifications, on est obligé de faire communiquer l'ensemble de ces populations entre elles pour garantir que l'usager final, lui, il ne sait pas si c'est un problème de marketing, de performance, d'IT, etc. Lui, là, il achète un service et veut que ce service soit rendu. On se rend compte que les organisations doivent être de plus en plus transverses et travailler de plus en plus main dans la main pour être capable de fournir cette qualité. Voilà, j'espère que mon propos a été clair et je vous souhaite à tous une bonne continuation sur ce meeting. Merci beaucoup Didier.
Et je crois que toi et tes collègues, vous serez encore là si vous avez des questions par la suite, donc on pourra en discuter avec toi. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner tout de suite, et comme je vous le disais dès le départ, en fait, l'objectif c'était également de vous présenter un certain nombre de données. Alors, parmi les données que vous connaissez et que je vous encourage à utiliser et à user et abuser, c'est celles que l'on recueille régulièrement chaque trimestre avec le baromètre du marketing mobile. Ce baromètre, si vous voulez le consulter, il est disponible gratuitement sur le site de la Mobile Marketing Association. Et l'objectif de ce baromètre, c'est tous les trimestres de venir vous présenter un certain nombre de données. Comme vous le voyez, on le fait en partenariat très étroit avec plusieurs instituts qui sont à la fois, mille merci, alors moi l'Institut, mais également un partenaire, également Apani, Comscore, Statista et Médiamétrie. Et aujourd'hui, spécifiquement avec Médiamétrie, j'aurai le plaisir de les faire venir suite à ma rapide présentation des quelques données clés du marché, justement pour partager avec vous une étude que l'on vient de faire ensemble, qui est exclusive et sur laquelle je pense que vous allez découvrir des apprentissages assez intéressants sur justement le web et les applications. Donc juste pour vous donner quelques grands chiffres qui me semblent intéressants parce que justement ils font appel au basculement du marché quelque part du desktop vers le web, et Antoine en parlait tout à l'heure en disant c'est l'année du mobile. Bon, ça fait un peu réchauffer quand on dit ça, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de basculements auxquels on est en train d'assister. Le premier qui est quand même assez impressionnant aujourd'hui, c'est de se dire que globalement il y a plus d'utilisateurs en France aujourd'hui qui accèdent à Internet depuis leur mobile que depuis un ordinateur fixe. Et donc ça, c'est vraiment assez impressionnant de se dire effectivement que à fin 2016, on a basculé vraiment dans le monde du mobile, on peut le dire. Et c'est non seulement ça, mais aussi le fait que aujourd'hui, la population française, elle est clairement mobile. On va dire en arrondissant à 1% près. 2 Français sur 3 aujourd'hui sont des mobinotes. Ça veut dire qu'ils ont non seulement un smartphone ou une tablette, mais ils accèdent également avec cet outil-là à Internet, à des applications, à des sites mobiles, et ils viennent consommer du contenu en ligne avec ces outils-là. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est en train de transformer la façon dont à la fois vous, en tant que marque, vous pouvez discuter avec vos clients, et aussi de la façon dont les clients vont justement consommer des services, consommer des produits et tisser un lien avec les marques. L'autre chose également qui est assez impressionnante, c'est la vitesse et la façon dont ce marché évolue. Il y a encore quelques temps, il y avait un certain nombre d'acteurs sur le marché. Aujourd'hui, il y a clairement un duopole, vous l'avez probablement remarqué, qui est en train de s'installer. Si on regardait ce qui se passait il y a encore un an, c'est vrai que notamment dans les pays européens, Windows Phone conservait une part de marché assez importante. Globalement, sur l'année 2016, il y a eu un recul de ces parts de marché. Et aujourd'hui, là, vous voyez la base installée, mais si on regarde les ventes qui sont faites trimestre par trimestre, Windows Phone a clairement reculé. Donc aujourd'hui, on peut dire quasiment sans se tromper que effectivement le marché est orienté aujourd'hui autour de 2 systèmes d'exploitation clés qui sont iOS et Android. Donc ça, je pense que ça fait partie des changements qui ont eu lieu sur 2016. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est, et on va en parler évidemment aujourd'hui, c'est cette notion de, alors le web, les applications, et là aussi il y a un débat assez récurrent qui vient systématiquement se poser en termes de est-ce que je dois faire une appli, est-ce que je dois faire un site web. Bien évidemment, c'est une question à laquelle vous devez répondre et sur laquelle on peut essayer de partager un certain nombre de choses avec vous. Il y a un certain nombre de mythes des fois qui démarrent en vous disant bon, les applications c'est mort. Peut-être pas tout à fait, et un des chiffres que vous voyez là, c'est effectivement que dans tous les pays, mais en l'occurrence en France, il y a quand même une consommation d'applications qui est extrêmement significative. Si vous voyez, sur une durée de 12 mois, on a atteint 1,8 milliard de téléchargements d'applications en France, et là on ne parle pas juste des mises à jour d'applications, on parle de vrais téléchargements d'une nouvelle application sur un device, et donc c'est vraiment quelque chose de très conséquent, ce qui montre là aussi, encore une fois, l'attrait et l'intérêt des utilisateurs pour venir consommer des contenus mobiles, que ce soit via un site web, mais aussi via une application.
Et puis, dernière chose que je voulais partager avec vous, parce que là aussi, je trouve que c'est assez déterminant des changements qui sont en train de se passer, c'est le fait que aujourd'hui, évidemment, les utilisateurs de mobile en France, c'est plus que les petits jeunes de moins de 20 ans ou les classes aisées d'ailleurs dans la population française. Ça représente aujourd'hui toutes les classes de la population. Et vous voyez qu'en 3 ou 4 ans, en fait, entre fin 2012 et fin 2016, la pyramide des âges des utilisateurs de mobile a clairement évolué. Vous avez en comparaison en gris sur la droite de l'écran la pyramide de la population française et vous voyez que en 4 ans on s'est très rapidement rapproché en fait de cette population française, bien évidemment parce que aujourd'hui le mobile ça concerne y compris les tranches de 55 ans et plus. Donc vraiment aujourd'hui on peut dire avec certitude que le mobile c'est plus un créneau, c'est plus un marché de niche, c'est vraiment quelque chose qui concerne aujourd'hui la totalité de la population française. Donc voilà, je voulais juste planter ce décor parce que ça me semblait intéressant et important de vous donner ces quelques derniers chiffres. Mais ce que je voudrais faire maintenant, et je vais pas avancer plus que ça, je vais laisser la parole à Jamila et à Thibaut de chez Médiamétrie pour justement venir partager avec vous un certain nombre de données suite à une étude qu'on vient juste de faire ensemble. Et donc Jamila, je ne sais plus où vous êtes maintenant, mais Jamila et Thibaut, si vous voulez bien me rejoindre, et je vais vous laisser à la fois rapidement vous présenter Médiamétrie, mais aussi partager ces chiffres très très intéressants que vous avez collectés ces quelques derniers jours. Je te laisse prendre la parole. Merci. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc, comme le disait Philippe, effectivement, on va vous présenter quelques résultats d'une étude exclusive que nous avons produite spécialement pour cet événement, pour l'événement de ce matin. Mais je vais quand même laisser la parole à Thibaut. Donc, très rapidement pour nous présenter, en fait, Médiamétrie, c'est les mesures d'audience, mais pas que, puisqu'on travaille dans notre département sur toutes les problématiques qui concernent un peu les comportements des utilisateurs, les usages, les nouvelles pratiques et des problématiques plus précises, plus particulières qui concernent nos clients. Thibaut, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors juste pour compléter un petit peu ce que vient de dire Philippe, replanter un petit peu le décor. Alors effectivement, fin 2016, on a près de 9 individus de 11 ans et plus qui sont utilisateurs principaux d'un téléphone mobile, c'est-à-dire qui sont équipés et dont ils sont le principal utilisateur. À côté de ça, on a près de 2/3 des individus qui sont équipés d'un smartphone et en parallèle, 65% sont mobinautes, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent un service mobile, que ce soit une application ou un site internet au cours du dernier mois. Ce qui est intéressant de noter, ce que Philippe disait, c'est qu'on a également des mobinautes mais qui sont très assidus, c'est-à-dire qu'on a près de 9 mobinautes sur 10 qui utilisent l'internet mobile tous les jours ou presque. Alors, qu'en est-il pour les tablettes tactiles ? Aujourd'hui, c'est près de la moitié des foyers qui disposent d'au moins une tablette tactile en France. C'est une progression qui a été assez rapide ces dernières années. C'est un des équipements qui a le plus progressé en très peu de temps. Ne serait-ce qu'en 2 ans, il y a eu près de 10 points supplémentaires en termes d'équipement. Et parmi les individus qui sont eux-mêmes équipés d'une tablette tactile, on a 62% qui sont tableautes, donc qui ont utilisé au moins un service mobile ou une application au cours du dernier mois. Alors c'est un peu moins que le téléphone mobile, d'une part parce que la tablette tactile, on en a un usage qui est un peu plus ponctuel, et également parce que la tablette tactile, c'est quand même l'écran du contenu vidéo. Alors on va télécharger des vidéos depuis son ordinateur qu'on va mettre sur sa tablette et qu'on va consulter, mais on ne va pas être sur Internet à ce moment-là. Donc on a un usage de l'Internet qui est un peu moindre sur tablette, mais qui reste quand même très conséquent. Alors concernant les applications mobiles qui sont téléchargées et désinstallées, le premier constat qu'on fait, c'est que les applications de jeu, ce sont les applications qui sont les plus téléchargées, mais également les plus désinstallées. Donc voilà, c'est assez volatile, c'est-à-dire que dès qu'on est lassé d'une application de jeu, on va la supprimer, notamment pour en télécharger une autre juste derrière.
On souhaitait vous présenter ces résultats juste pour remettre en contexte qu'il n'y a pas de vérité absolue sur les applications. C'est-à-dire qu'en fonction du secteur, en fonction du type d'application, va pas y avoir le même cycle de vie. Je prends par exemple les réseaux sociaux qui sont très téléchargés vont être eux très peu désinstallés, car une fois qu'on l'a installé, on le conserve. C'est la même chose pour les applications de banque notamment. Tandis que les applications de vie pratique, donc ça va être par exemple un annuaire ou une application de transport parce qu'on a une urgence, on va la télécharger, mais on va aussi très rapidement la désinstaller. On fait le même constat en fait sur les tablettes tactiles. Globalement, les applications de jeu sont très téléchargées, mais également très désinstallées. La seule différence par rapport au smartphone, ça va être les applications de vidéo, de TV et de radio qui vont être très installées et très peu désinstallées parce que justement on est sur un support qui est très média, très contenu vidéo, audio. Donc on va surtout s'y consacrer, mais globalement on va conserver toutes les applications de bureautique, de banque, etc. qu'on ne va pas désinstaller. Donc voilà, pour remettre un petit peu en contexte, je vais laisser la parole à Jamila qui va vous présenter plus concrètement l'étude qu'on a réalisée spécifiquement pour cette matinée. Merci Thibaut. Philippe en a parlé tout à l'heure, Thibaut l'a un peu évoqué également. Clairement, on a le choix entre les applications et les sites pour accéder à du contenu sur Internet, et c'est le cas de chaque utilisateur. Ce choix-là, il est fait en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, du coup, on pourrait se poser la question, comment je choisis entre une application et un site ? On pourrait se dire... c'est de la richesse du contenu. On a peut-être une perception, quand je dis on, c'est l'utilisateur, a peut-être une perception différente en termes de richesse de contenu et peut-être même de variété de contenu entre l'application et le site. Et là, ce qu'on voit, c'est que les 2/3 des utilisateurs, que ce soit tablette ou téléphone mobile, smartphone, les 2/3 des utilisateurs considèrent qu'il y a autant de contenu sur une application que sur un site. Si on regarde ce qui se passe au niveau du tiers restant, là aussi, les choses ne sont pas très très claires. Il y a une partie qui considère que c'est plutôt les sites qui vont être plus riches, et puis une autre partie qui va considérer que ce sont plutôt les applications qui sont plus riches. Si on regarde d'ailleurs même au niveau des différentes populations, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, la hiérarchie est la même. Il y a peut-être une petite disparité où on voit que les plus jeunes vont plutôt créditer les applications de cette richesse, alors que les personnes les plus âgées vont plutôt considérer que les sites sont un peu plus riches que les applications. Cette disparité-là sur la perception des contenus sites versus applications, on va aussi la retrouver en termes d'usage. Parce que finalement, une fois qu'on a dit je pense qu'il y a plus de contenu sur une appli ou plus de contenu sur un site, en termes d'usage et au quotidien, comment ça se passe ? Mais finalement, on a la moitié des individus qui va utiliser prioritairement les applications. A priori, et au premier abord, on peut se dire c'est finalement les applications qui ont gagné le match. C'est pas encore dit. À côté de ça, on a quand même 1/3 quasiment de la population des utilisateurs qui vont utiliser à la fois les applications, mais aussi les sites. Et puis ensuite, on va avoir à peu près 4 sur 10. Un cinquième des utilisateurs qui vont plutôt utiliser les sites plutôt que les applications. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Que finalement, ce n'est pas évident. C'est pas du tout évident pour un utilisateur. Le choix va différer, va être variable en fonction du contenu, peut-être aussi en fonction du contexte et en fonction de ce qu'on recherche et de ce qu'on veut obtenir à la fois comme information, récurrence de la recherche, etc., etc. Donc, selon les catégories de contenu, on va avoir un comportement qui va être différent. On a quelques exemples ici qui sont loin de représenter l'exhaustivité des usages qu'on va pratiquer sur un écran mobile, que ce soit tablette ou téléphone mobile. Sur ces usages, on voit bien, il y a des habitudes qui s'installent, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des applications, des catégories d'applications, des catégories d'usages, pour lesquelles on va clairement utiliser l'application en priorité. C'est le cas pour des usages, on va dire, de communication, de divertissement, d'information pratique, etc. Pour autant, il y a quand même des usages pour lesquels on va plutôt prioriser les sites. Là, on a pris un exemple, c'est un début d'exemple que sont les démarches administratives.
Mais il se trouve qu'il y a quand même des usages pour lesquels on va prioriser les sites. Un chiffre quand même qu'il faut garder en tête, qui n'est pas sur la slide. En 2016, en moyenne, un individu utilisait entre 5 et 6 applications par mois sur son téléphone mobile, et entre 45 et 48 sites par mois sur son téléphone mobile. Donc d'un côté, on va avoir les applications qui sont très concentrées, mais qu'on va utiliser très probablement de façon récurrente, presque quotidienne, et d'un autre côté, on va avoir les sites qui vont être beaucoup plus fragmentés, mais auxquels on va faire appel de façon plus régulière et plus fréquente, même si ce sont des sites différents. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'utilisateur va se poser 2 questions. C'est si je dois installer une application, à quoi est-ce qu'elle va me servir ? À quelle fréquence je vais l'utiliser ? Est-ce qu'elle va être importante pour moi ou pas ? Et quelle est la valeur ajoutée qu'elle va m'apporter ? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un utilisateur, je suis certaine que c'est le cas de chacun d'entre nous tous ici, avant d'installer une application, c'est est-ce que j'ai de la place ? Et si je n'ai pas de place, est-ce que je suis prêt à supprimer d'autres applications ou d'autres contenus pour pouvoir charger cette application et l'utiliser ? Donc il y a cette notion de pérennité de l'application qu'on va se poser avant d'installer l'application. Il y a un autre aspect qui n'est pas évoqué ici non plus, c'est le partage des données personnelles. Aujourd'hui, quasiment toutes les applications qui sont téléchargeables vous demandent d'accéder à un certain nombre de données personnelles qui sont sur votre téléphone mobile. Donc là aussi, c'est une question qu'on va se poser avant d'installer l'application. Ça, c'est les questions que l'utilisateur se pose. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que je suis prêt à libérer de la place pour l'installer ? Et à quelle fréquence je vais l'utiliser ? Donc, d'un point de vue marque, c'est la question qu'il faut aussi se poser. Si je dois développer une application, avant toute chose, il faut se poser la question à savoir qu'est-ce qu'elle va apporter à l'utilisateur ? Qu'est-ce que j'en veux ? Pourquoi je dois développer cette application ? Et qu'est-ce qu'elle va apporter à l'utilisateur ? Est-ce qu'il va l'utiliser ? Est-ce que je vais garantir la stabilité de cette application ? Rappelez-vous tout à l'heure, Thibaut l'a évoqué, il y a une certaine volatilité. Cette volatilité des applications, on l'installe, on désinstalle, on la retrouve aussi sur l'usage. Donc si on veut à un moment développer une application et qu'elle reste pérenne sur le téléphone de l'utilisateur, il faut qu'il y ait une récurrence de l'utilisation et une utilité que l'utilisateur va retrouver sur cette application-là. Et enfin, on s'est intéressé au chat et aux messageries instantanées. Est-ce que c'est l'application de demain ? Eh bien, lorsqu'on a posé la question, est-ce que vous avez déjà discuté avec une marque par chat ou messagerie instantanée via une application ou le logiciel de la marque ou encore sur le site ? Eh bien, on a un tiers des internautes qui ont déjà communiqué avec une marque via un chat ou une messagerie instantanée. C'est notamment le cas des 25-34 ans, des CSP+, et des Parisiens. Alors, c'est un chiffre qui est quand même conséquent, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, sur certains sites, je pense notamment aux opérateurs tels que Soch, c'est la seule façon en fait de communiquer avec son opérateur, c'est via la messagerie instantanée, éventuellement via les mails, mais essentiellement via les messageries instantanées. Et 63% donc n'ont jamais communiqué par chat et 4% ne savent pas. Dans un second temps, on s'est intéressé à savoir avec qui communiquait via le chat ou la messagerie instantanée. Eh bien, ce sont 69% qui ont interagi avec une personne physique lorsqu'ils communiquaient via le chat, 14% via un programme ou un logiciel robot, c'est-à-dire un logiciel conversationnel. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même 17% qui ne savent pas avec qui communiquer lors de leur dernière conversation. C'est-à-dire, ils ne savaient pas s'ils discutaient avec une personne physique derrière son ordinateur ou bien si c'était un programme, un robot. Donc ça pose en fait plusieurs questions. Ça pose déjà la première question de la relation à la marque. Quelle va être demain la relation à la marque ? Est-ce que ça va être vraiment purement une relation d'homme à programme ? Ou bien est-ce qu'on va continuer quand même à avoir des relations humaines avec la marque ? Et enfin, la deuxième question, c'est est-ce que les chatbots vont finir par remplacer les applications ? Est-ce que lorsqu'on va aller sur Facebook Messenger, par exemple, qu'on va demander un restaurant, qu'on va demander une sortie culturelle ou quoi que ce soit, est-ce qu'on va directement nous proposer un contenu, une sortie ou un restaurant, sans passer par une application ? Donc voilà, ça soulève plusieurs questions.
Merci Thibaut, et des enjeux tout aussi importants. En conclusion, vraiment en 3 mots, ce qui nous semblait important, c'est de revenir véritablement aux questions essentielles, aux basiques, à savoir quel est l'objectif de ce que je souhaite développer, notamment en termes d'application. Qu'est-ce que je vais apporter comme usage et comme utilité à l'utilisateur. La deuxième question, c'est, ok, avoir une application, mais c'est aussi une application différenciante. On l'a vu, hein, c'est la bataille sur les téléphones mobiles. Donc si je veux développer une application et que je veux me démarquer, il faut que j'apporte une vraie différence, que ce soit par rapport au site ou par rapport aux autres applications qui sont sur le téléphone de l'utilisateur. Et puis un dernier point qui est vraiment très important, c'est un peu la résultante, j'ai envie de dire, des 2 premiers points, c'est quelle est la valeur ajoutée que je vais pouvoir apporter à l'utilisateur et de quelle manière je vais pouvoir l'accompagner et faire en sorte de créer une relation qui soit une relation pérenne, j'ai envie de dire régulière, récurrente, pourquoi pas quotidienne, mais c'est véritablement via cette valeur ajoutée que je vais pouvoir créer cette relation avec l'utilisateur et fidéliser l'utilisateur par rapport à ma marque. Ok, merci. On peut les applaudir, je pense. Et j'espère que la partie des données qu'on vous a présentées vous a intéressé. Je pense que ça donne effectivement beaucoup de choses intéressantes par rapport à la table ronde qu'on va avoir. Alors, 2-3 informations déjà par rapport à ce qu'on vous a présenté. D'abord, sachez que tout ce qu'on vous présente, c'est enregistré, donc ça sera une vidéo qui sera disponible sur le site de l'association, sur la chaîne YouTube de l'association. On mettra aussi à votre disposition les slides qu'on vous a présentés. J'ai vu que certains d'entre vous faisaient des photos, donc on partagera ça avec vous. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie la plus intéressante de la matinée, parce que c'est justement laisser la parole à 3 personnes qui vont venir nous rejoindre. Déjà Jérôme qui va être l'animateur de cette table ronde, et puis je voudrais appeler donc avec nous ici sur scène Béatrice Teller qui est en charge du développement des interfaces mobiles chez MyPMU. Béatrice, où êtes-vous? Béatrice, oui, elle est là, elle arrive. Je la vois. Bonjour Béatrice. Romain Descamps qui est responsable du marketing digital chez Citroën. Et puis enfin Grégory Laurent qui est Country Director France chez Western Union. Jérôme, je te laisse Oui, merci Philippe pour cette introduction. Alors, les insights qu'on avait étaient déjà très intéressants, mais effectivement, on va rester sur cette continuité avec cette table ronde, avec des retours d'expérience de 3 marques. On rappelle que vous avez aussi la possibilité de tweeter en utilisant le hashtag MMAF pour partager avec vous les différents retours de nos intervenants. Alors, on va peut-être commencer par une présentation très rapide. Je commence par les dames d'abord. Béatrice Teller, prenez un micro. Alors, vous êtes en charge du développement des interfaces mobiles au PMU, mais peut-être avant de parler de mobilité... Pas que, d'ailleurs. Et pas que. Peut-être avant de parler de mobilité des interfaces mobiles, rappelez-nous aujourd'hui ce que représente aujourd'hui le PMU, qui est l'un des 2 grands noms français, évidemment, du jeu d'argent. Alors, j'ai pas revu tous mes chiffres, là, fallait me dire, parce que j'ai pas... Bon, le PMU, c'est près d'1 milliard d'enjeux sur le pari hippique, le sport et le poker, donc essentiellement, bien sûr, le pari hippique. Et le digital représente à peu près 8-9% de l'activité du PMU. Donc voilà. Et votre périmètre? Et donc mon périmètre, alors justement, c'est très rigolo parce que ça, j'ai pas changé mon statut sur LinkedIn, mais depuis 1 an et demi, je suis responsable des projets digitaux du PMU. Donc ce qui est très rigolo, c'est que je suis passée du mobile au web et aux autres interfaces. Comme quoi, c'est un peu un message où on est dans la simplicité des interfaces et c'est pas mal, parce qu'en général, c'est l'inverse. Donc, voilà. D'accord, et si je comprends bien, donc l'avenir du PMU est entre vos mains? Non, un tout petit peu. Très bien, à votre droite, on a Romain Descamps, qui est Digital Marketing Manager chez Citroën, une des 4 marques du groupe PSA, parce qu'il me semble que vous en avez racheté une récemment en Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut donner comme... On a une 5e marque de services de mobilité en plus. Très bien, alors qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre pour rappeler un petit peu le poids du groupe? Je sais pas, pareil, j'ai pas révisé. Vous n'avez pas révisé non plus. Pas du tout révisé les chiffres. En tout cas, c'est le 2e groupe automobile européen. C'est avec le rachat d'Opel, c'est le 1er même maintenant. D'accord, donc Peugeot, Citroën, DS, Opel. Peugeot, Citroën, DS, Opel, et une grosse diversification sur tout ce qui est services de mobilité, autopartage, etc. avec une marque qu'on a lancée qui s'appelle Free to Move. La fameuse 5e marque que j'avais oubliée. Voilà, avec beaucoup de partenariats avec des startups comme Travelcar, WeCar, ce genre de choses.
Et votre périmètre au sein de ce groupe? Moi, je suis responsable pour la marque Citroën uniquement, des applications mobiles et des espaces clients. C'est pour ça que je pense que j'aurai une vision un peu différente de beaucoup de gens, puisque comme je suis responsable des espaces clients, pour moi, les sites web, ça reste... Oula, on en parle dans quelques instants. Et à votre gauche, Grégory Laurent. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes Country Director France de Western Union. Western Union, on avait déjà parlé, c'est une fintech qui a plus de 150 ans. C'est ça. C'est une vieille dame qui s'est modernisée et qui a su se réinventer pendant 160 ans. Et aujourd'hui, on est... Vous avez démarré avec la conquête de l'Ouest, hein, si je dis pas de bêtises, avec l'ère des diligences et du télégraphe. Absolument. On a même Samuel Morse qui a travaillé pour nous pendant 2 semaines. Qui est l'inventeur du télégraphe, hein, on le rappelle. Sur cette technologie. Western Union s'est créé par rachat de lignes télégraphiques et Western Union a relié l'Est et l'Ouest des États-Unis à l'époque. Premier transfert d'argent en 1871 par télégraphe. Et vous avez poursuivi évidemment cette culture de l'innovation. Ils ont fait énormément d'innovation jusqu'à lancer un satellite dans l'espace pour la communication téléphonique. Pas vraiment marché. Et ensuite, la société, dans les années 1990, s'est vraiment focalisée sur son métier de prédilection, qui est le transfert d'argent. Et effectivement, aujourd'hui, on est le premier opérateur de transfert d'argent au monde, avec à peu près 6 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 270 millions de transactions qui ont été réalisées l'année dernière. Et ça, on le fait grâce à notre réseau de distribution qui est monstrueux aujourd'hui. On a à peu près 1 demi-million de points de vente disponibles partout dans le monde et aussi un business digital. Et on est les premiers dans le digital avec à peu près 350 millions de chiffre d'affaires, de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Très bien. Et on va évoquer dans un instant ce que le mobile pèse dans votre groupe. Alors peut-être, je vais revenir sur un ordre de table ronde. Romain, donc peut-être une première question aujourd'hui. Que pèse le mobile dans votre activité digitale? Combien d'utilisateurs de vos différentes interfaces mobiles et quel mobile first êtes-vous? Enfin, comment se vend-il entre le web et les applications vos audiences? Alors, je pense que chez nous, on est une entreprise qui vend un bien assez cher et surtout qui vend un bien assez rare. C'est-à-dire qu'on a des clients qui arrivent et qui viennent une fois tous les 5 ans. La part du mobile, elle est assez faible chez Citroën par rapport au web parce qu'on a une histoire de branding, de montrer des produits, de vendre des produits, sans pour autant les vendre. C'est-à-dire que la présence digitale de la marque Citroën, elle est assurée par des sites qui vont donner un tone of voice de la marque, qui vont vendre des produits, mais on n'a jamais de panier d'achat. On commence à le faire un petit peu en Angleterre et ça va se développer beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'actuellement, on présente des catalogues et après on est obligé de renvoyer vers un réseau. La part du mobile, elle est de garder le contact avec le client une fois qu'il a acheté sa voiture et pendant 5 ans, essayer de garder le contact avec ce client pour le fidéliser, l'envoyer vers nos ateliers, vers notre après-vente, etc. Donc historiquement, elle est assez faible, mais elle est en train de monter assez fortement puisque... Qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre aujourd'hui ? Nous, actuellement, sur la marque Citroën, qui n'est pas la plus grosse du groupe, hein, c'est Peugeot la plus grosse, la marque Citroën, on a lancé une application en 2015 qui a été téléchargée 120 000 fois, qui s'appelle My Citroën. Et cette application, elle est intéressante parce qu'elle se connecte au véhicule et récupère tous les trajets avec la consommation, la durée du trajet, etc. Et au-delà du nombre de téléchargements, c'est la récurrence d'applications. On a nos 15 000 utilisateurs en France par mois qui se connectent tous les jours à l'application pour récupérer leur trajet et leurs données de conduite. Donc cette récurrence, elle est excellente. On va pas se cacher. Et c'est vraiment un levier que nous, on veut utiliser. Et c'est depuis 2015 quelque chose sur lequel le groupe travaille beaucoup. Pour faire progresser l'après-vente de la marque et le passage en atelier. Et vous le disiez, le web mobile, c'est plus secondaire en termes d'audience ? Pour nous, le web mobile, c'est compliqué parce que on manipule un certain nombre de données qui sont un peu confidentielles. Le lieu de départ, le lieu d'arrivée, c'est des données que tout le monde n'a pas envie qui se diffusent, donc on est obligé d'avoir une sécurité. L'application, ça nous permet de gérer la connexion des utilisateurs sans avoir à gérer les cookies des browsers, ce genre de choses. L'application, c'est vrai que ça reste pour un client, quelqu'un qui a déjà un produit d'une marque avec lequel il interagit avec son smartphone, ça reste le standard. Le site web, pour accéder à des données en IoT, c'est
Bon, on reviendra dans un instant sur ce que vous faites exactement avec ces applications. Béatrice, également, si je vous pose une question un peu sur les différents chiffres, aujourd'hui, comment se ventile votre audience digitale? Que pèse le mobile? Et puis, sur le mobile, quelle est la ventilation entre web et application? Alors bon, nous, ça va dépendre de l'activité, hein, entre le client sportif ou hippique. On n'est pas du tout sur le même type de clientèle. Donc, grosso modo, le mobile, de façon générale, sur le sport, représente près des 2/3 des transactions se font sur le mobile. Sur le hippique, c'est un peu moins. C'est votre clientèle plus traditionnelle, évidemment, le hippique. Tout à fait. Mais on va se servir en revanche d'applications en point de vente pour faire autre chose avec nos clients hippiques. Faut aussi les habituer à utiliser ces applications. Nouvelles technologies. Ouais. Nous, historiquement, alors après, au niveau du web, de la web app et de l'application, on a commencé traditionnellement par travailler sur une web app. Donc il y a pas mal de temps, en 2010, on avait notre première web app parce que c'était plus simple. On adressait tous les clients, tous les prospects, et avec le développement des applications, on s'est lancé dedans. Alors bien, puisqu'à date, on a à peu près une dizaine d'applications, sans compter les applications iPad, iOS, Android. Donc c'est beaucoup de boulot, mais aussi beaucoup de résultats, c'est-à-dire que, et ça conforte exactement ce que vient de dire la personne de Médiadémétrie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on arrive à acquérir nos clients sur une web app, et puis après on va la faire passer sur l'application, et là... Alors on va y revenir, mais toujours en chiffres, peut-être, ça pèse quoi? Alors en chiffres, c'est très rigolo, parce que finalement, quand on fait les additions, on arrive à peu près au même chiffre. Par exemple, en visiteurs mensuels, sur l'App Store, on a à peu près quasiment 200 000 visiteurs uniques. À peu près pareil sur les applis hippiques. Et sur la web app, on est à près de 380-400 000 visiteurs uniques. Donc c'est à peu près identique. D'accord. Sauf qu'il a une par univers. Et donc on considère un peu notre web application comme un peu notre vaisseau amiral, quoi. Voilà. C'est ça, vous avez tout regroupé sur le web mobile, alors que dans l'univers applicatif, vous avez une application par marque. Tout à fait, oui. Enfin, par univers. Par univers. Mais en tout cas, les audiences sont comparables. Alors vous avez une problématique, c'est parce que c'est un jeu d'argent, je crois que Google ne référence pas l'application Android sur le Play Store. Ils veulent toujours pas de nous. Donc on feinte, en plus avec notre application Android. Ça, vous devez vous-même en faire la promotion. Oui, mais en tout cas, les audiences mobiles sont à peu près équilibrées, hein, c'est ça, entre le web mobile et les applications. Oui. En revanche, c'est la valeur client, ça on peut en reparler. On va y revenir. Ouais. Si on parle de taux de croissance, est-ce que vous avez observé des croissances différentes? C'est ce que je regardais depuis un an et demi. On a à peu près le même. On n'a pas un train spécifique. Enfin, il n'y a pas quelque chose à noter en particulier, non. D'accord. En tout cas, les deux environnements sont en croissance. Ouais. Et on ne peut pas faire une croix ni sur le web, ni sur les applications. Non. Très bien. Grégory, même question aujourd'hui. Western Union a lancé des satellites, a fait du télégraphe, mais aujourd'hui a aussi une forte présence digitale. Que pèse le mobile sur cette présence digitale et comment se ventile l'audience entre le web mobile et les applications? Juste pour commencer au niveau mondial et ensuite au niveau France, parce que c'est à peu près la même répartition. Aujourd'hui, le digital, c'est à peu près 10 points de l'activité. Et c'est le canal qui croît le plus rapidement. En tout cas, c'est de là où Western Union tire sa croissance aujourd'hui. Sur tout ce qui est activité depuis les réseaux physiques, c'est en légère croissance, voire à peu près flat. Et donc effectivement, toute la croissance vient de la partie digitale. Donc c'est totalement en lien avec ce qui se passe en ce moment dans le monde des services financiers qui se digitalisent à grande vitesse. Et donc en France, c'est à peu près la même répartition, un peu plus d'ailleurs, un tout petit peu plus, à peu près 12% d'activité. Et sur la répartition, c'est 70% depuis le web, 30% depuis le mobile. Donc on reste encore depuis le desktop. Depuis le desktop, effectivement, où on a encore une activité très forte. Vous n'êtes pas encore mobile first? On n'est pas encore totalement mobile first. Mais la croissance, j'imagine, du côté du mobile. Depuis l'utilisation d'applications mobiles Western Union. Et quel mobile web alors? Enfin, quel est le trafic mobile? C'est plutôt du web ou de l'application? C'est beaucoup de l'application, absolument. Parce qu'on a investi, on a refondu l'application il y a à peu près 2 ans et demi. On a investi énormément et on a fait énormément de médias pour phosphorer l'usage de l'application. Très bien. Alors Romain, vous en parliez il y a quelques instants. Donc on a cette problématique d'avoir au moins 2 interfaces aujourd'hui à gérer, le web mobile et les applications. Vous, quelle est votre stratégie? Donc si je comprends bien, le web c'était plutôt un outil de promotion de la marque et l'appli c'est un outil de relation client. C'est une bonne simplification?
C'est tout à fait ça. Nous, on a, dans le groupe PSA, on a même été carrément violent, puisqu'on avait des sites web pour les espaces clients. On avait un My Citroën Web, un My Peugeot, My DS. Et en 2015, on a pris la décision de les supprimer. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus d'espace client web. Tout ce qui est client, c'est full app ou c'est pas en fait. Alors c'est une décision radicale. Est-ce qu'elle a été prise pour des questions financières ou ça correspondait à une réalité des usages? Elle a été prise clairement pour des raisons financières, parce que rien que faire une app qui va se connecter au système de la voiture, aux bases de données clients, etc., ça, c'est des projets qui durent 1 an, c'est des projets à plusieurs millions d'euros. Refaire la même chose sur un site web, la question a clairement été posée, c'est quoi l'intérêt? Voilà. Il n'y avait pas de retour sur investissement. Il n'y avait pas de retour sur investissement suffisant pour développer un site web, et surtout il n'y avait pas de fonctionnalité pour les clients existants qui auraient apporté une véritable valeur d'usage du web qui nous aurait permis de justifier un tel investissement, quoi. On retrouvait les mêmes fonctionnalités que sur l'app, mais sur un autre écran. Donc l'arbitrage a été de dire, puisque l'application elle est dans la poche du client, elle est déjà connectée, il n'y a pas besoin de se réidentifier, etc. On ne fait pas de web et on supprime les sites web existants. Donc vous êtes parti de l'hypothèse que l'intégralité de vos clients avaient un smartphone capable de télécharger vos applications. On est parti de l'hypothèse que l'intégralité de nos clients qui allaient se connecter à un espace My Citroën pour surveiller leur véhicule ou leur plan d'entretien utiliseraient une application. Et que ceux qui ne le feraient pas sur l'application ne le feraient pas sur le web non plus. Alors je crois qu'il y a aussi eu des arbitrages en termes de technique, puisque vos applications font des choses assez avancées, de la réalité augmentée, je crois, avec certains modèles, et également de l'IoT, vous en parliez. Ouais, donc l'application est supérieure aussi au web mobile en termes de fonctionnalité. Voilà, pour plusieurs choses. Alors déjà, on est aussi dans un monde, alors chez Citroën, chez PSA, on est une grosse boîte, avec beaucoup de gens qui ont plein d'idées. Et ces gens, ils sont dans leur silo, en fait. Et donc, pendant longtemps, on a eu l'espèce de réaction qui était de dire faire une app, c'est facile. Comme on avait, il y a 10 ans, faire un site web, c'est facile, et on se retrouvait avec 50 sites web parce qu'on avait une idée, on faisait un site web. Bah là, c'est pareil. Alors, on essaye de rationaliser chez Citroën, mais typiquement, l'application qui fait la doc de bord du véhicule, donc vous savez, les 500 pages que vous avez dans votre boîte à gants, si on fait une app avec toute la doc de bord, on n'a plus besoin de l'imprimer. Donc là, le ROI, il est tout trouvé, on n'imprime plus la doc de bord. Mais c'est les gens de la documentation de bord et pas du digital qui ont dit on va faire une app. Et un jour, ils nous ont dit au fait, on va sortir une app. Et nous, au digital, on ne savait pas. Donc oui, il y a des interfaces qui sont beaucoup plus faciles. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est bien intégré dans les parcours clients ou que les ROI sont les mêmes pour toutes les apps. Donc, alors, en tout cas, il y a une volonté de rationaliser aujourd'hui les différentes applications Citroën. Je crois que vous avez aussi une application de dashcam sur les derniers modèles. Bon, ça viendra peut-être dans un second temps. Mais là, il y a une rationalisation dans l'univers applicatif, mais il n'y en aura pas a priori avec le site web. Ça restera 2 interfaces distinctes. Ah oui, complètement. Avec des usages distincts. Et les usages qu'on va avoir dans l'application ne se retrouveront pas sur le web, en fait. On est vraiment dans une séparation des interfaces par l'usage. Même si demain, les sites web mobiles progressent, on voit arriver la push notification, peut-être qu'il y aura une meilleure intégration avec le smartphone et avec l'IoT, même demain, ça resterait distinct. On sait que 40% de nos clients web qui vont sur le web sont mobiles. Ils viennent consulter le site Citroën sur un support mobile. Mais l'usage de la consultation du site Citroën fait que l'application ne sera pas pertinente. On a déjà essayé dans le passé de faire des applications de catalogue, quand on a lancé les DS notamment. C'était les premières apps mobiles, et pour la DS3, on avait fait une application pour configurer sa DS3. Mais c'est une application morte, c'est-à-dire que les gens la téléchargent, configurent un peu la DS, mais à partir du moment où ils l'ont achetée, elle disparaît. Et puis après, il faut la faire vivre dans le temps. Voilà, c'est des budgets, c'est des choses qui sont plus compliquées que sur un site web où, une fois qu'on a mis en place la plateforme technique, on n'a pas besoin de faire des mises à jour dans les stores, on n'a pas besoin de... c'est de l'administration en back-office, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc plutôt une dynamique de divergence entre les interfaces. Complètement. Après, avec le petit bémol que on va sûrement reconverger, puisque la vente des véhicules en ligne, c'est quelque chose qui va arriver, qui arrive. Amazon l'a fait, Ford l'a fait, nous on commence à le faire. Et qui dit vente en ligne, dit panier, dit compte client, donc retour en arrière. Possiblement un jour recréer des comptes clients sur le web dédiés à la vente en ligne. Mais voilà. Pas pour tout de suite, mais c'est un questionnement que vous avez. Là où je dis que c'est une divergence d'usage, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas dans le client, on est dans le prospect. Donc, ce serait à ce moment-là encore 2 interfaces pour séparer le prospect et le client bien en ligne. C'est tout l'intérêt de la table ronde de ce matin. Béatrice, même question aujourd'hui. Comment vous trouvez le bon équilibre entre les 2 interfaces ?
Alors, comment on trouve le bon équilibre? C'est avec le client. On répond à la demande du client. Alors, effectivement, quand on est sur un store, enfin, au PMU, on a des comptes clients puisqu'on joue sur un compte. Et quand on veut aller faire de l'acquisition et de le transformer en client, sur une app, ça va être très compliqué. Parce que à partir du moment où on est sur un store, alors si on est sur un store où on n'existe pas, comme Google, alors là, c'est quasiment mission impossible. Et sur Apple, on se prend le mur d'Apple, voilà. Oui, l'étape du téléchargement de l'application, Ouais. vous pouvez perdre le prospect à ce moment-là. On perd le prospect, on perd des données, on perd beaucoup de choses. Voilà, donc votre priorité, c'est de transformer le prospect dès le site web mobile. C'est votre premier levier d'acquisition. Exactement. Et après, on va aller le pousser, l'amener sur l'application qui offre d'autres fonctionnalités, des fonctionnalités qui vont être beaucoup plus proches de ces fameux moments mobiles du client. Je crois que c'est important effectivement dans la vie d'un client. Toute la journée, il est mobile, mais il est mobile pas forcément de la même façon, et notamment par rapport, nous, à notre spectacle, soit des courses ou du sport. Il y a aussi des moments qui vont correspondre avec sa vie quotidienne, c'est-à-dire, par exemple, le matin, il va se lever, il aura besoin d'une information, peut-être un pronostic. Et donc, tout ce qui va être push notif va nous permettre de le fidéliser, de l'amener sur l'application et de le faire jouer davantage. Donc, on a justement une valeur client beaucoup plus importante sur l'application que sur notre web app. Concrètement, c'est des taux d'usage plus élevés dans l'application, Oui, des paniers moyens plus élevés dans l'application. Des paniers moyens notamment plus importants, oui. D'accord. Est-ce que ça pourrait évoluer? On voit que le web mobile s'améliore avec aussi l'arrivée des push notifications. On en parlait lors du dernier petit déjeuner. Est-ce que vous misez à terme sur un rapprochement des performances de ces deux interfaces? Faut voir, parce que pour le moment, nos applis sont vraiment très, très performantes. On a aussi une application point de vente où on a une géolocalisation via Beacon, ce qui n'est pas encore possible avec les web apps. Donc, c'est à voir, c'est à regarder. Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on travaille sur la rationalisation de nos apps et de notre web app, notamment au niveau de l'iPad. Alors, je sais pas, le Médiamétrie, on n'a pas beaucoup parlé, et je sais pas si ils ont fait le même constat que nous, mais en tout cas, sur l'iPad, on fait beaucoup plus de browsing que d'applications. C'est un comportement plus proche du desktop. Ouais, exactement. Tablette, Et donc, du coup, nous, on a un taux d'usage d'application iPad qui est assez faible, et on va rationaliser, on va laisser tomber nos applis iPad pour travailler sur de l'adaptatif avec le desktop. Enfin voilà, Mais si la technologie progresse, c'est une volonté de rationaliser les interfaces? Oui, pourquoi pas. C'est sûr que ça fait toujours des économies d'échelle, mais bon, il y a quand même de gros avantages à date avec les applis. Grégory, vous le disiez tout à l'heure, vous, la priorité, c'est plutôt les applications. Oui, absolument. Parce qu'on n'a peut-être pas un problème de rationaliser, où nous, l'expérience est plutôt harmonisée d'ailleurs, en fonction des interfaces. Puis effectivement, tout comme PMU, le client a l'obligation de créer un compte. Donc finalement, il crée un compte et ensuite c'est disponible. Et il retrouve son profil et il retrouve les mêmes fonctionnalités. Nous, on est plutôt effectivement à se dire, on va absolument investir dans l'usage de l'application. Et c'est vrai, on a une petite différence, on a une fréquence un peu plus élevée par rapport au desktop ou même du web mobile, quand le client a basculé sur l'application. Donc on est dans cette démarche de continuer à faire croître l'application. Donc c'est les performances intrinsèques d'une application qui vous poussent à privilégier cette interface. Absolument. Et puis l'expérience est quand même meilleure, c'est plus rapide, c'est plus rapide, plus de fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas sur le web mobile. Un petit peu. Effectivement, il y a des fonctionnalités, notamment quand on va fournir ces documents, puisque quand on fait du transfert d'argent, c'est un service financier, on doit fournir, un peu comme PMU d'ailleurs, un certain nombre de documents. Donc c'est un peu plus l'usage de l'app et un peu plus intuitif. Donc c'est pour nos photos, ces papiers par exemple. Absolument, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'effectivement on va continuer à investir. Et puis d'ailleurs c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que même si effectivement le web mobile est toujours important, enfin reste important par rapport à l'usage de l'app, dans notre marché, en tout cas aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est vraiment l'application l'usage qui explose aujourd'hui. D'accord. Et avec l'arrivée du responsive design sur site web, vous sentez pas quand même une inflexion? Ouais, absolument. Et on en parlait d'ailleurs tous les deux, mais je rejoins un peu la personne de Citroën, mais c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu pour les grosses sociétés technologiques. Il y a un arbitrage financier à faire. C'est-à-dire qu'on peut pas se lancer à se dire, je vais lancer une progressive app. Nous aujourd'hui, Western, c'est partout dans le monde. On a déjà un enjeu de déployer l'application mobile iOS et Android partout dans le monde, dans 200 pays et territoires.
on fait pas aussi facilement. Donc après, il y a un arbitrage à faire et se dire, voilà, on a décidé d'investir, on en met les moyens, on souhaite développer. Donc pour l'instant, Western Union, c'est application. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que comme Citroën, vous ne fermez pas la porte à un rééquilibrage au profit du site web mobile. Non, on a une équipe, le cœur digital de Western Union est basé à San Francisco. Ils ont créé un bureau il y a 3-4 ans où ils ont décidé d'incuber le développement du digital mondial. Et ensuite, effectivement, il y a des équipes relais dans les régions, on appelle ça des régions, donc dans les pays qui gèrent l'activité. Et c'est vrai qu'ils sont quand même dans l'innovation. Donc on va en parler d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils sont à regarder, à développer, à continuer, à essayer de trouver donc à la fois d'améliorer les interfaces et aussi de trouver des nouveaux canaux comme les réseaux sociaux et autres. Alors, excellente transition, Grégory. J'ai posé la question à Romain. On parle de site web, on parle d'applications, et on parle aussi depuis à peu près un an, et l'ouverture de la Messenger plateforme, de la montée en puissance des chatbots. Et on en parle beaucoup depuis un an. On les voit aussi arriver sur d'autres environnements de messagerie instantanée, et on sait que ça capte une grande partie du temps des mobinautes, ces messageries instantanées. Et je crois que chez PSA, vous avez déjà des expérimentations, plutôt en Chine, sur WeChat, si je me trompe pas. Est-ce que vous anticipez la montée en puissance d'une troisième grande interface mobile que seraient les bots face aux sites web et aux applications? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. La première, c'est la Chine, sur laquelle je peux pas te répondre parce que la Chine, c'est un peu spécial. Ils font ce qu'ils veulent. Et nous, ils ont commencé à travailler sur WeChat. Ils ont commencé à travailler sur WeChat. C'est très important pour eux. Je peux te citer aussi l'exemple de l'Iran que j'avais hier au téléphone, sur lequel on est en train de revenir. Eux, ils communiquent qu'avec Telegram, avec leurs clients. Ah d'accord. Parce que j'imagine que c'est très populaire là-bas et peut-être qu'ils bloquent. C'est très populaire parce que pour des raisons, je pense, de confidentialité. Et ils communiquent pas du tout en email, ce qui pour nous est un peu embêtant. Et ils communiquent que sur Telegram. Donc il faut qu'on voit comment sur certains dispositifs digitaux sur lesquels on sollicite les clients, on va pouvoir shooter sur Telegram. D'accord. Oui, on n'aurait pas pensé à Telegram effectivement. Et c'est ouvert à cet environnement bot, la plateforme Telegram ou pas encore? Je sais pas du tout. On n'a pas encore étudié ça. Nous, on a des analyses on a des études sur les bots. Principalement, je vais encore faire le méchant financier, mais parce que il y a beaucoup de gens qui appellent nos plateformes de relations clientèle pour des questions qui sont assez simples. On a tous des FAQ sur nos sites, mais elles sont en général peu consultées, ou les gens ça les embête. Donc ils nous envoient un message sur Twitter, ils nous envoient un message sur Facebook. Pour moi, le but du bot et de l'interface mobile, j'y viendrai après, c'est de pouvoir répondre rapidement à des clients. Donc des clients, pas forcément, peut-être des prospects qui ont des questions très techniques sur la motorisation 130 chevaux du nouveau C3. Mais je pense que l'interface mobile va être obligée de s'adapter assez fortement à tout ça. Parce que quand on voit les sites web actuels, je sais pas, j'étais sur le site de Célio, les vêtements, l'autre jour, il y a plein de trucs qui apparaissent sur le côté discuter avec les clients, posez-moi une question, machin, bidule. On pourra jamais faire ça dans une app ou sur une interface mobile, c'est pas possible, l'écran est trop petit, ça va. Et puis en plus le texte qu'on peut taper est vraiment limité. Enfin, je connais pas les statistiques de Le Bon Coin, mais à mon avis, la description des annonces sur mobile et la description des annonces sur desktop sont très différentes. Donc je pense que les interfaces mobiles vont devoir intégrer les bots parce que c'est très important pour les entreprises de pouvoir industrialiser des process de réponse aux clients. Par contre, il va falloir que les interfaces mobiles arrivent à intégrer les bots, et ça va être un gros challenge, je pense. Alors, vous nous disiez que pour vous, l'application, c'était de la relation client, le bot, c'est de la relation client. Est-ce qu'il va y avoir un télescopage, une cannibalisation, une chatbotisation de l'application? Comment vous anticipez les choses? Je pense qu'il faut être vigilant que l'application, que le chatbot ne devienne pas une espèce d'arbre de Noël comme on peut le voir sur les sites web actuels. Parce que c'est pas pour ça que les clients vont télécharger l'application. Il faut qu'on puisse leur indiquer, je pense. Alors, nous, ce qu'on a fait sur Citroën, c'est on a lancé un peu de gamification récemment pour faire découvrir les fonctions cachées de l'application. Si je dis ça, c'est parce que le bot, c'est pas pour ça que les clients vont télécharger l'application, mais il faut qu'ils arrivent à savoir que la fonction est présente. Donc la gamification qu'on a mis en place, c'est un bon moyen d'expliquer aux clients, bon, vous venez pour consulter votre historique de trajet, mais vous savez que si vous cliquez là, vous gagnerez 5 points et ça vous fera 5 € de réduction pour acheter une miniature Citroën. Mais ça va permettre aux clients de découvrir que, ah oui, il y a un chatbot, si jamais j'ai une question sur ma Citroën, qu'est-ce que c'est la courroie de distribution, pourquoi il faut la changer à 60 000 km. Donc pour vous, c'est plus un outil d'animation de l'application, le chatbot? Le chatbot, c'est
Pour moi, très clairement, c'est un outil d'industrialisation de la réponse aux clients. C'est pas pour ça que les clients vont télécharger l'app, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a un chatbot dedans qui peut répondre à leurs questions et qu'ils sont pas obligés d'appeler une plateforme de relations clientèle. Mais ils peuvent accéder à ce chatbot en dehors de l'application. Oui, tout à fait. Et ce sera sûrement dispo sur les interfaces web. Ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, les interfaces mobiles vont avoir un gros challenge pour les intégrer proprement. Béatrice, la question du chatbot, c'est un sujet qui est en préparation aussi chez MyPMU. Comme tous les sujets sont en réflexion. Nous, le chatbot, c'est plutôt un outil de coaching un peu aussi. Ça va être de donner du conseil. Un outil d'engagement avec l'utilisateur dans l'application. C'est un outil d'engagement, oui. C'est-à-dire que pour prendre un pari sur une course, il faut beaucoup d'informations. Donc soit on sait exactement ce qu'on veut faire et à ce moment-là, on peut très bien faire appel à un chatbot et on a l'expérience client qui est d'autant plus réduite. Soit on va étudier une course, un match, et peut-être que là le chatbot il va être là en mode coaching, en disant tiens t'as peut-être pas vu ça. On est plus en conversationnel avec le client. Est-ce que c'est un moyen peut-être aussi de rajeunir vos audiences en attirant une population qui ne connaissait pas forcément votre marque? Si, tout à fait. Mais avec la difficulté que ça sera un peu plus long, mais oui, c'est effectivement un moyen de rajeunir notre clientèle. Ouais. Et c'est une interface qui pourrait être en compétition demain avec l'application? Non, pour moi c'est complémentaire. Complémentaire également. Oui. Mais oui, on est vraiment sur la complémentarité. Très bien. Grégory aussi, je crois que Western Union a des projets aussi dans les bots, on peut en parler? Il y a 10 jours d'ailleurs, on l'a annoncé, on est désormais présent sur Messenger. Donc on était pas les derniers, mais en tout cas la concurrence l'avait fait avant nous, il y a plusieurs mois. Donc ça a été annoncé il y a 10 jours et j'ai vu mon patron hier. Lors du F8 lors du F8 Facebook. effectivement, puis il a rencontré Sherry Sandberg justement pour l'événement, donc c'était plutôt intéressant. Et on n'est pas dans une logique alors, effectivement de service client, même si on a un service client qui est imposant chez nous quand on fait 270 millions de transactions à l'année. On a plusieurs millions de clients qui nous appellent tous les mois. Mais là on est vraiment dans la logique, voilà, comment nous on propose une expérience de transfert d'argent fluide et simple par l'intermédiaire d'un chatbot. On a déjà lancé sur d'autres plateformes, effectivement on parlait de WeChat, nous aujourd'hui Western Union est présent chez Viber et sur WeChat, donc effectivement vous pouvez faire du transfert d'argent via ces applications-là. Mais le chatbot c'est vraiment purement de l'exploration. Moi ce qu'on en pense et en discutant avec mon leadership, c'est on ne sait pas ce que ça va donner. Il faut être présent parce que ça reste Messenger. C'est peut-être un autre profil client, effectivement, beaucoup plus jeune, beaucoup plus connecté pour nous en tant que Western Union, en tant que marque. Mais on attend de voir ce que ça peut donner. Donc c'est en complément, on essaie de multiplier les interfaces. Ces interfaces type réseaux sociaux et Messenger en bot, on est vraiment en phase d'exploration. Si ça se développe, tant mieux, et on va continuer à investir dedans. Très bien, il va être temps de conclure. Romain, si je vous demandais un hashtag de conclusion face à cette multiplication des points de contact avec les mobinautes, ça serait quoi la tendance pour vous? La divergence, assumer le web, les apps, demain le bot, ou quand même une volonté de rationaliser tout ça? Entre le mobile et le desktop, c'est clairement divergence. Divergence des usages, divergence des interfaces, et puis arbitrage budgétaire qui fait que la convergence est compliquée à maintenir, à mettre en place, à valoriser et à trouver des sponsors. Très bien. Donc la divergence pour Citroën, Béatrice, le hashtag de conclusion, ce serait quoi? Moi, c'est plutôt complémentaire, parce que dans convergence, il n'y a pas forcément complémentarité. C'est que chacune a ses spécificités, avec beaucoup d'avantages, et elles sont réellement complémentaires. Très bien, complémentarité donc pour PMU. Grégory, un mot de conclusion, un hashtag de conclusion? Ouais, moi je dirais hashtag customer first finalement, parce que peu importe l'interface, je crois qu'il faut penser à la valeur client en premier lieu, et je suis plutôt d'accord, effectivement nous c'est complémentarité, mais surtout voilà, il faut être là où le client souhaite utiliser nos services, utiliser un usage, en tout cas en faire un usage. Et effectivement après être assez intelligent dans l'enjeu technologique pour offrir une expérience complète. Très bien, merci à tous les trois pour ces témoignages, on peut les applaudir.
Et Philippe, il va être l'heure de conclure cette matinée, je crois, par un petit quart d'heure de networking. Oui, exactement. Merci à tous les trois d'être venus, d'avoir partagé vos expériences. Je pense que les applaudissements étaient à la hauteur de ce que vous avez partagé, donc merci beaucoup. Ce que je voulais faire, c'était juste vous dire, effectivement, vous répéter ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a enregistré cette session, elle sera disponible sur la chaîne YouTube. Vous avez pu aussi partager avec Twitter. On mettra les slides à votre disposition. Et puis, on vous donne également rendez-vous pour un prochain petit déjeuner qui sera sur le sujet de la publicité mobile. C'est le 8 juin. Donc, merci de le noter dans vos agendas si le sujet vous intéresse. Et comme tu le disais, Jérôme, on peut passer maintenant à nouveau dans la salle juste à côté pour un petit moment de networking. Donc, merci d'être venus si nombreux et merci à très bientôt. À nos partenaires aussi. Et j'oubliais effectivement, merci au Bon Coin de nous avoir permis d'inaugurer cette salle. Merci à HPE pour leur participation également et à Médiamétrie pour l'étude qu'ils ont fait ensemble avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous.